Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est là donc pour que tu nous présentes le livre Le 11 de légende, que tu as sorti fin de 2018, c'est ça? Exactement, juste avant les fêtes. Ouais. Alors, c'est un peu un habitué du PSG. Tu as déjà fait, il me semble, une biographie sur Anelka. Ouais. Et puis tu as travaillé au JDD, France Football. Et Yuri Djorkaeff, mais qui n'était plus au PSG. Ouais. Également, c'est ça. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer déjà d'où est venue l'idée de faire ce livre? Et surtout, comment est-ce que vous avez choisi, ou comment est-ce que tu as choisi les joueurs du 11? En fait, on a un peu triché parce que ça s'appelle le 11 de légende, mais il y en a 12, c'est le paradoxe, parce qu'on a mis Luis Hernandez sur le banc d'entraîneur, parce que c'est quand même le seul entraîneur français vainqueur d'une Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes, la fameuse, et puis ça a été un peu le couteau suisse du PSG, parce qu'il a été au centre de formation, joueur, entraîneur, aujourd'hui dans un rôle un peu complexe, un peu hybride, mais et les autres 11 joueurs, pour revenir sur la genèse, c'est les éditions Solar qui a la licence Paris Saint-Germain pour pouvoir exploiter la marque Paris Saint-Germain pour le côté littéraire, et a décidé de m'associer avec Greg, qui est un illustrateur, ancien directeur artistique, qui vient de la publicité, et cette alchimie, le duo avait fonctionné, et l'idée c'était de se promener dans la grande histoire et la légende du Paris Saint-Germain, qui est un jeune club, mais qui va quand même bientôt fêter ses 50 ans, et de balayer un peu toutes les époques du PSG. Et évidemment, le choix a été difficile parce qu'il fallait retenir que 12 noms. Donc le PSG nous a donné un feu vert sur la liste qu'on avait établie. Et moi, je tenais une préface faite par un père et son fils, à savoir Yuri Djorkaeff, dont je parlais, qui a joué qu'une saison au PSG, même si on a l'impression qu'il est resté des années, et puis son papa, Jean Djorkaeff, parce que pour moi, la première vraie star du Paris Saint-Germain, quand le club est né, en 70, c'est Jean Djorkaeff, qui est à l'époque capitaine de l'OM, capitaine de l'équipe de France, défenseur assez costaud, qui a pris le risque de signer dans ce club émergent. Et donc, dans le point de départ de Jean Djorkaeff, c'était de passer après par Mustapha Daleb, Safet Suzic, etc., jusqu'à tout récent, Cavani, Neymar, Mbappé. Donc, évidemment qu'il y aura des frustrations pour certains, que c'est une équipe extrêmement portée vers l'offensive. Peut-être que tu poseras la question, effectivement, dans le choix. Mais c'était... dans le foot et encore plus à Paris, il faut des stars, c'est celles qui font briller, celles qui font rêver. Donc on a estimé que c'était les 12 qui symbolisaient le plus l'histoire du Paris Saint-Germain, avec les frustrations. Peut-être dans le tome 2, on pourra attraper certains qui n'ont pas pu figurer dans ce 11. Donc il y aura un tome 2? Je sais pas, en tout cas, ce sera à l'éditeur de décider. Je crois que le livre fonctionne bien, tant mieux, on a des bons retours. Le livre a été offert à pas mal de joueurs comme Suzic, Daleb, Lama. Tout le monde a l'air content. Après, évidemment qu'on est preneur d'un tome 2. Après, l'histoire du PSG, on peut en faire une quinzaine de tomes. Oui, bien sûr. Mais justement, donc, dans ta réponse, tu as abordé plein de questions, notamment les Français et le centre de formation. Est-ce que, parce que dans ce 11, finalement, on n'a que 2 Français, il me semble. Est-ce que tu regrettes qu'il y ait moins de joueurs stars issus du centre de formation? Enfin, voire pas du tout, parce que là, finalement, on a 2 Français, mais qui ne sont pas issus du centre de formation du PSG. Il y en a 3, parce qu'effectivement, Luis Hernandez était espagnol, il avait la nationalité espagnole, mais après, il a la nationalité française. Il y a Bernard Lama, qui n'est pas formé au PSG, et Kylian Mbappé, qui n'est pas non plus formé au PSG, mais... Après, une star, ça se décrète pas, c'est parfois injuste. Il y a des joueurs qui ont un talent monstre, j'espère. Tu parlais de Nicolas Anelka, effectivement, il avait tout pour... Paris, c'est son club, lui, c'est vraiment il est né à Versailles, il a grandi en région parisienne, formé à Clairefontaine, mais il est passé par le PSG une première fois, on le sait. Parti à Arsenal, et puis il est revenu après le Real Madrid. Et lui, s'il avait fait une carrière plus longue au Real et au PSG, pardon, aurait pu figurer dans ce livre. Des frustrations... je sais pas, qui est le joueur formé au club spontanément aussi du PSG, je sais pas. Est-ce que... Pour l'instant, t'en as aucun qui te Non, vient, très sincèrement, non. On a la réponse directement, en fait, finalement. Peut-être demain, parce que c'est un centre de formation performant, mais encore une fois, Paris, les places sont chères, et on le voit, tous ces joueurs qui sont prêtés. Et bon, quelque part, ça répond pas vraiment à la question, mais on a mis Georges Weah, évidemment, dans les 11. Il y a son fils qui, d'une certaine manière... même s'il était prêté en Écosse, va essayer de briller au PSG. Donc voilà, peut-être que dans quelques années, ils figureront parmi les joueurs de légende du PSG. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et effectivement, tu parlais de l'aspect offensif. Parce que finalement, là, on a beaucoup de milieux et d'attaquants.
est-ce qu'il faut être attaquant ou est-ce que c'est... En fait, la question c'est est-ce que c'est difficile de briller en tant que défenseur dans n'importe quel grand club ou dans n'importe quel club de football finalement. Oui, oui, bah, c'est-à-dire qu'effectivement, Thiago Silva ou Jean-Marc Pillanger, qui auraient quand même des matchs joués avec le PSG, ou Dominique Battenet ou Alain Roche, par exemple, auraient pu mériter, prétendre, par rapport à leur palmarès. Thiago Silva, on le voit, il rayonne. Mais moi j'ai travaillé longtemps à France Football, qui est le magazine qui a inventé le Ballon d'Or en 1956. Donc le trophée existe depuis 1956, on est en 2019. Il y a eu un gardien de but dans l'histoire des vainqueurs du Ballon d'Or, c'est Lev Yashin, le russe, très très peu de défenseurs. Fabio Cannavaro, capitaine de l'équipe d'Italie en 2006, Franz Beckenbauer et Matthias Sammer. Donc là aussi, Maldini, Baresi ou plein d'autres auraient mérité. Je pense que pour le PSG, c'est pareil, c'est-à-dire que faut pas se leurrer, un jeune qui va dans un stade ou n'importe qui, il veut voir des buts, il veut rêver, il veut flamber, et il va voir ceux qui font la différence. Donc c'est frustrant, je comprends, pour les gardiens de but, même s'il y a Bernard Lama. Moi j'aurais bien aimé qu'il puisse avoir Joël Bals, Dominique Baratelli. Il n'y a aucun défenseur, c'est une frustration pour eux peut-être et pour nous. Mais voilà, on va au stade pour les buteurs, pour ceux qui font lever le public, et pareil pour les vainqueurs des Ballons d'Or. C'est une anomalie que même Iniesta, Buffon ou tant d'autres ne l'aient jamais gagné. Mais voilà, au moment des votes, on va retenir celui qui fait le spectacle, celui qui fait la différence. C'est aussi pour ça que dans les transferts, Mbappé ou Neymar ou d'autres, leur valeur c'est le plus cher. C'est très rare que le transfert d'un gardien de but ou d'un défenseur atteigne des sommes démesurées. Mais alors justement, tu parles d'Mbappé et Neymar, c'est des joueurs qui sont relativement récents, enfin nouveaux au PSG en tout cas. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'ils ont déjà marqué le club? Est-ce qu'on peut les considérer comme des légendes du PSG déjà? Ou est-ce que c'est un petit peu prématuré encore? C'est forcément prématuré, c'est aussi subjectif. Après, il ne faut pas se leurrer, cet ouvrage, il est aussi pour... L'idée, c'était, on se souvient de la fameuse phrase d'Ibrahimovic qui avait dit, en gros, le PSG est né avec moi et avec nous. Donc l'idée, c'était, par Neymar, Mbappé ou Cavani, d'attirer un jeune lectorat pour se replonger dans l'histoire aussi des Sozic, des Daleb qu'on évoque, des Georges Weah, des Paoletta, etc. Donc... oui, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Mais en fait, on traverse toutes les années parce qu'on a les années 80, les années 90. Oui, voilà, c'est jusqu'à ce qui nous tenait à cœur. Après, est-ce que Neymar est le joueur de légende du PSG? Évidemment que non. Il est en train d'inscrire, quand on voit son ratio de but et de match. La saison dernière, elle était un peu tronquée. Et aussi, c'est peut-être frustrant, mais on a beaucoup parlé de lui l'an dernier parce que c'était le transfert du siècle, le transfert le plus cher de l'histoire du football, plus que de ses qualités footballeurs, mais ça reste un joueur merveilleux. On glose un peu son Neymar en disant qu'il en rajoute, même s'il a épuré son jeu, mais pour moi, c'est en valeur intrinsèque, c'est le plus grand joueur, c'est le joueur le plus fort qui ait jamais joué dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il est dans le top 3 mondial avec Neymar et donc en fait, rien qu'avec ça, il a sa place pour l'instant. Voilà. Après, c'est aussi une question d'âge. C'est-à-dire que moi, je commence à vieillir, j'ai 46 ans. Moi, spontanément, personnellement, j'aurais mis Dominique Rocheteau, par exemple. J'aurais mis David Ginola, parce que c'est une époque où je vais toutes les semaines au Parc des Princes. Donc, après, pour un chacun public, est marqué différemment. Voilà, quelqu'un de 30-40 ans, il va trouver anormal, illogique, peut-être que Neymar, Mbappé figure dedans, je peux comprendre. Mais notre choix, on l'assume jusqu'au bout, c'était de balayer un peu toute l'histoire du PSG. Encore une fois, de Jean Djorkaeff jusqu'à Neymar aujourd'hui, c'est un fil rouge à travers les stars. Les stars permettent de raconter aussi l'histoire du club. Quand je parle de Georges Weah, ça permet aussi de parler de joueurs moins connus, comme Patrick Colter, comme... enfin moins connu évidemment, comme Paul Le Guen ou comme d'autres. Voilà, on rentre dans la grande histoire du PSG par les grandes stars. Et alors, je voulais te parler un petit peu de l'entraîneur choisi, Fernandez. À l'époque où on avait Ronaldinho, qui est un joueur incroyable, il y avait, pendant quelques matchs, il était relégué au banc de touche. Est-ce que tu penses que c'était un gâchis? Est-ce que tu penses qu'on a gâché un talent qui était quand même énorme? Est-ce que c'était une bonne décision? Parce que je te permets ça parce que c'était aussi Bien sûr, oui. C'est clair que c'est une samba. Je crois que c'est le titre que j'avais choisi pour raconter la saga Ronaldinho au PSG. C'est une samba inachevée, c'est une frustration énorme. Et puis, Luis Fernandez est un entraîneur particulier, c'est un personnage assez sanguin. Et ce qui a pu paraître frustrant, c'est que pratiquement il se vantait de l'avoir mis sur le banc. Et je pense qu'un champion, il carbure forcément un ego, et qu'il y avait deux égos qui se sont fait face, et que Luis n'a pas supporté que, pour moi, l'éclosion de Ronaldinho. C'est un champion du monde en 2002, il était à Paris. Quand on voit dans ces deux saisons à Paris, il n'y a pas un seul titre.
Pas un trophée, Ouais, il y a une bien sûr, finale de c'est vrai. coupe. Ouais. Et puis malheureusement, la grande légende de Ronaldinho, elle s'est inscrite aussi après, quand il a signé à Barcelone et qu'il a eu le ballon d'or. Évidemment que les torts sont partagés, que Ronaldinho a peut-être pas fait tous les efforts, mais spontanément, si vous interrogez des supporters, même s'il n'a pas gagné de titre avec le PSG, Ronaldinho, Oui, non, mais show au je Vélodrome, comprends. c'est des gestes qu'on n'avait jamais vus et c'est un sourire, Ouais. Moi j'ai adoré voir jouer Ronaldinho, même si c'est frustrant que ses meilleures années ne se soient pas passées à Paris, mais dans sa construction de footballeur, Ronaldinho, parce que c'est la première fois qu'il joue en Europe, évidemment c'était essentiel, mais je pense que Luis Hernandez, je ne vais pas dire qu'il a gâché Ronaldinho, parce que les torts étaient partagés, mais c'est une énorme frustration, et puis en plus la passe d'armes, elle s'est poursuivie jusqu'à peu par presse interposée, où l'un insticote l'autre, etc. Ouais, Donc, c'est ils passeront pas en vacances choc des ensemble, gros. comme dirait. Ah non, mais Exactement. j'en doute pas. Exactement. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as un joueur parmi ce 11 ou alors en dehors qui t'a personnellement marqué au PSG? Alors, ça va peut-être faire hurler les puristes et les amoureux. Moi, Ibrahimovic qui figure dedans. D'accord. J'adore le personnage, j'adore le footballeur. Ouais. Je crois vraiment que. Je crois qu'on ne mesure pas beaucoup parce qu'il a marqué. On connaît son histoire, il est passé par Manchester, par Barcelone, par Inter, donc il a fréquenté beaucoup de clubs. Partout où il est passé, il a fait grandir le club. Et pour moi, ce n'est que mon avis, vraiment, dans l'ère Qatari, c'est Javier Pastore avec les 42 millions d'euros qui a fait franchir un cap dans la façon de dire nous, on a les moyens, Paris, à la sauce Qatari, de faire venir des pointures. Mais celui, pour moi, qui a vraiment fait passer un cap à Paris, c'est Ibrahimovic. C'est cette culture, on se souvient des anecdotes quand il hurlait dans le vestiaire ou quand il reprenait des joueurs. Il a porté une culture du très haut niveau, une exigence, une culture de la victoire qu'il n'y avait pas forcément, évidemment. Il a banalisé un petit peu tout ça, il a fait des gestes. Moi, je suis allé plusieurs fois le voir. J'ai amené mon fils en plus quand on voit Ibrahimovic. Déjà, vous voyez physiquement, c'est 1m95, c'est de la puissance, c'est du talent. C'est un ego, mais c'est une grande gueule assumée et je trouve vraiment qu'il a fait franchir un cap à Paris. Donc, moi, j'adore Ibrahimovic, le personnage dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions. Et à titre personnel, je trouve que la trajectoire de Georges Weah, elle est extraordinaire. Vraiment, quand on voit, il est président de la République du Liberia, quand on voit de là où il est parti, même si Paris, il y est resté quelques années, il a gagné le Ballon d'Or après avec les Milan AC, mais ça reste un joueur. Et pour avoir vu beaucoup de matchs au parc à cette époque-là, les Bravo, les Valdo, les Ginola, Lama, etc., Weah, c'était extraordinaire. Ah oui, une puissance, félin, technique. Et puis pour écrire le livre, j'ai revu évidemment le fameux slalom contre le Bayern Munich avec les commentaires de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Ça donne toujours la chair de poule. Franchement, Oliver Kahn qui est... Non, je vous invite à le revoir en 2 clics. Et ça dure 30-40 secondes, c'est extraordinaire. Avec Pascal Nouma, Patrick Colter. C'est un but d'un autre monde dans un stade qui n'existe pas, dans lequel ne joue plus le Bayern Munich, mais extraordinaire. Alors que c'était un match qui comptait pour du beurre, parce que Weah était remplaçant pour ce match et que Paris était déjà qualifié. Mais là, Luis Hernandez, autant avec Ronaldinho ça n'a pas collé, là, avec Georges Weah, ça a bien collé. Dernière question rapidement, parce que tu t'évoquais l'ère Qatari. Beaucoup de personnes estiment que avant QSI, avant l'ère Qatari, il n'y avait pas vraiment d'histoire du PSG parce que c'est quand même un club relativement nouveau. Est-ce que tu es de cet avis? Parce que finalement, tu vois, dans les joueurs qu'on a quand même pas mal de joueurs qui sont là, en tout cas qui étaient au PSG avant le Qatari, que ce soit Rai, Weah ou autre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses... Évidemment, il y a une étape qui a été franchie, ça c'est sûr et certain, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'avant le Qatar, il n'y avait pas d'histoire Évidemment qu'il y avait une histoire, mais c'est sûr que depuis quelques années avec Thiago Silva, Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, ils sont banalisés l'extraordinaire. C'est-à-dire que quand ils vont que en quart de finale de la Ligue des Champions, qu'ils ne sont que champions de France et qu'ils ont gagné les 2 coupes, on est frustré en disant ils peuvent faire mieux, mais on oublie. Moi j'ai connu un PSG avec, sans citer le nom, où c'était le Parc des Princes, ça sonnait souvent creux et il fallait parfois le club jouer le maintien. Moi, à titre personnel, ma passion, en tout cas mon amour du Paris Saint-Germain, il s'est déclenché. La finale, c'était la finale de la Coupe de France 82. J'avais 10 ans. Ce scénario, on parlait de Rocheteau qui marque les tirs au but contre le Saint-Etienne de Michel Platini. Donc c'est le premier trophée de l'ère du PSG avec Jean-Francis Borrelli, on se souvient, qui embrasse la pelouse. Moi, je suis devenu amoureux de ce club-là pour les émotions qui m'ont déclenché. Donc c'était un club neuf. Pour moi, la vraie histoire, c'est 82, 83, la Coupe de France 83, avec le but de Touré et puis cette passe lumineuse de Sozic pour Toko et Paris qui gagne la Coupe de France.
toute façon, malheureusement ou heureusement, l'histoire elle est sanctionnée par des titres et Paris a gagné évidemment des titres avant, pas énormément par rapport à d'autres clubs comme l'OM ou autres. Premier titre de champion de France, c'était entre guillemets que en 1986 avec Lucien Hernandez comme capitaine, mais évidemment que l'histoire elle a existé avant, mais que l'ère qatari a accéléré toutes les dimensions du PSG. C'est devenu dans le foot moderne, un club est une marque et PSG aujourd'hui est une marque globale. C'était un très bon club du championnat de France. Aujourd'hui, c'est devenu un des meilleurs clubs d'Europe. Alors, on en parlait, c'est un livre où il y a énormément d'illustrations qui ont été faites par ton collègue Greg. Ouais. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as une illustration qui t'a particulièrement marqué? Parce qu'on a sûrement pas mal. Elles sont plus que pas mal. Greg, c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui vient de la publicité, qui est un fou du PSG, qui est vraiment un supporter du PSG. Donc, c'est lui qui m'a donné, c'est Greg qui a été l'inspiration. C'est-à-dire qu'il a imaginé, réinventé, il a travaillé, voilà, on voit avec ces images-là. Je les aime toutes en fait. C'est comme des vignettes. C'est d'ailleurs lui qui a, comme le PSG était extrêmement content de son travail, c'est lui qui a réalisé le calendrier officiel du PSG pour l'année 2019. Et puis, celle que je préfère quasiment, c'est celle qui est en dos de couverture. C'est-à-dire qu'il a réimaginé que les 12 joueurs, on va dire, avec 11 plus Luis Andrés entraîneur, puissent être dans la même équipe, ce qui est évidemment impossible, même à l'intérieur, d'imaginer que Daleb fasse une passe décisive avec Ibrahimovic. Donc voilà, il s'est amusé à réinventer les photos, à réillustrer tout ça, et ça permet de se plonger dans la légende, sachant qu'en plus le PSG nous a fourni aussi quelques images d'archives assez savoureuses, des buts de Daleb, de Rocheteau, de Lama. Donc il y a une vraie collaboration entre vous et le PSG. Exactement, et puis le travail de Greg a été extraordinaire. C'est vraiment, je dirais que c'est le metteur en scène du livre en fait. C'est lui, et moi j'ai nourri de mes textes et de l'histoire du PSG, mais c'est lui qui a donné le bon tempo. Et c'est extrêmement réussi. Donc, bravo, un grand bravo pour ce livre, voilà, édition Solar. À ne pas manquer, et on attend le deuxième avec impatience. J'espère. Super. Merci beaucoup Arnaud, génial.